Salut Gérard. Ah, ça va bien. Ah oui, je te fais bien de bon matin. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu étais à Lille hier, c'est ça? Ouais, avec les gens, tu sais ce qu'ils posent comme question, la fin du mois, la santé, des choses assez simples. Ça permet de revenir aux fondamentaux. Bonjour, ça va, vous avez froid? Nous, on n'a jamais froid. On est là. On est à la dure, ça va? Salut Bertrand, comment ça va? On les a tous envoyés le matin à McDo à 9h par moins 7. Bon, alors on doit avoir des jeunes qui doivent d'ailleurs ressortir. Ah. Et on a 2, 3 sur le cas du combat des jeunes de McDonald's pour le salaire, justement. C'est un combat international. Parce qu'il est venu des Amériques, Fight for 15. Et c'est par là que ça a commencé au début. Et mais comment on fait? On le fait le mieux c'est si voilà, ils sont en train de sortir, on va échanger avec eux et après on va les inviter à boire un café quoi. Bonjour. Voilà, comme il fait froid, on vous invite à aller à l'intérieur. On peut se mettre? Voilà, on va aller à l'intérieur. Engagé dans une lutte complexe contre les pratiques de la pratique de notre employeur. C'est une lutte vitale pour nous, salariés, vitale pour son travail, pour les conditions de vie. Nous sommes dans une impasse que j'appelle 24 heures par semaine, c'est le plancher, ce qui nous fait 775 € net par mois. Comment voulez-vous qu'on paye un loyer avec ça? Nous n'avons pas de prêt au mois, pas de prime de participation sur les bénéfices, car les bénéfices sont délocalisés vers les paradis fiscaux. Les majorations surtout pour le travail du dimanche et le travail de nuit, on ne sait pas ce que c'est. Donc nous sommes dans une impasse sociale au quotidien et malheureusement nous avons l'impression, nous aurions aimé ne pas avoir l'impression d'être quelque part oublié ou mis de côté par les responsables politiques que nous voyons des politiques qui en ce moment ne responsabilisent pas cette enseigne. Pire encore, McDonald's ne paye pas l'impôt qu'ils sont censés payer, puisque nous salariés, nous avons agi par le biais d'un comité d'entreprise pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, parce que chaque il n'y a pas d'argent, il veut lutter pour les augmentations de salaire. Il y a un problème avec les grands groupes transnationaux qui utilisent les paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne pour refuser de payer l'impôt sur le territoire et s'exonérer d'un certain nombre de leurs responsabilités. Vous avez parfaitement fait le lien entre le fait qu'on se déclare non bénéficiaire et l'impossibilité pour les salariés ensuite de partager les bénéfices et la richesse créée. Vous avez raison de dire que McDonald's est une entreprise archi rentable, elle l'est sur toutes les latitudes, toutes les longitudes de la planète et particulièrement en France. Il y a donc un certain nombre de propositions que je veux faire dans cette campagne. La première, et c'est la raison pour laquelle je défends la feuille de paix, parce que c'est comme cela qu'on sortira en Europe de la crise. Les Américains d'ailleurs l'ont parfaitement compris pour leur propre pays, et bien les Européens doivent aussi le comprendre. C'est par une augmentation des salaires, un meilleur partage des richesses créées dans les entreprises que nous sortirons de cette crise qui n'en finit pas depuis 10 ans. Première chose, il n'est pas possible d'accepter que des grands groupes transnationaux, particulièrement les entreprises qu'on appelle les GAFA du numérique, mais pas seulement, Google, Amazon, Facebook, maintenant on peut rajouter Uber, rejoignant l'accord des McDonald's et beaucoup d'autres, délocalisent les profits dans des paradis fiscaux. Il y a aujourd'hui des règles et un certain nombre de redressements qui ont été engagés par l'administration fiscale française qui permet d'obtenir la restitution à l'impôt national et la restitution des bénéfices qui sont en quelque sorte envoyés dans des zones de basse pression fiscale. Ça, c'est la première des choses. Vous avez déposé une plainte
pour blanchiment de fraude fiscale, ce qui s'appelle l'évasion fiscale, je veux vous dire que l'État doit soutenir votre combat et le parquet doit accompagner la plainte que vous avez mise en œuvre. Premier élément important. Deuxièmement, il y a des aides publiques qui sont données indistinctement aux grands groupes. Je propose de reprendre 10 milliards de ce crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été donné à des grands groupes et de le restituer sous forme de baisse d'impôts pour les ménages, pour les petits salaires. D'ailleurs, vous êtes exactement dans cette situation, c'est-à-dire jusqu'à 1,4 ou 5 fois le SMIC, ce qui est exactement votre cas, de manière à redonner et restituer du pouvoir d'achat aux salariés qui sont aujourd'hui à la peine avec leur métier, leur travail et leur salaire. Enfin, je pense que la question de la lutte que vous menez est importante et doit être encouragée et soutenue. Donc je suis venu vous apporter mon soutien comme candidat aux négociations sociales que vous essayez d'obtenir. Je crois que l'appel qui doit être fait à McDonald's, aux consommateurs qui doivent avoir conscience que manger pas cher, ça a aussi des conséquences sur la vie de ceux qui fabriquent les sandwichs, les burgers, et que cela doit susciter une prise de conscience des consommateurs qui vont chez McDonald's. Attention, il y a des problèmes sociaux graves chez McDonald's et je lance un appel à McDonald's. Vous devez ouvrir des négociations salariales avec vos salariés, car l'État ne peut pas rester indifférent au fait qu'une entreprise ultra profitable est incapable de partager ses bénéfices. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est impossible, et il sera impossible dans l'avenir, de les dissimuler dans les paradis fiscaux. Voilà ce que je voulais vous dire, vous accorder mon soutien. Votre lutte est mondiale, internationale, elle est aux États-Unis comme ici. C'est la lutte pour le droit de vivre de son travail. C'est une lutte digne, c'est une lutte de fierté. Et pour moi, il est important qu'en France, comme partout dans les pays du monde, on puisse vivre de son travail. C'est comme cela que je conçois l'esprit d'une société entreprenante qui reconstruit son avenir et qui est capable d'inclure tout le monde et tous les talents. Merci. Vous lancez aujourd'hui un appel. Est-ce qu'un président de la République a vraiment le pouvoir de tordre le bras d'une multinationale comme McDonald's? Bien entendu, d'abord il y a l'arme fiscale, il y a aussi la conditionnalité des aides publiques, et puis il y a aussi, je le rappelle, les règles applicables en matière de droit du travail qui existent. Monsieur Gérard Filoche ici qui m'a accordé son soutien est lui-même un inspecteur du travail. Il sait comment les très grandes entreprises cherchent à échapper à l'application de la loi. On ne peut pas venir en France, créer 40 restaurants par an, faire des profits et ne pas payer les salariés, les étudiants qui travaillent ici, qui travaillent dans cette entreprise. Et même faire des choses à deux niveaux, Arnaud, parce qu'il y a des moments donnés où ils franchisent. C'est-à-dire vous créez du coup des établissements de seconde zone. Et il faut permettre qu'il y ait un contrôle sur la sous-traitance, c'est-à-dire que le donneur d'ordre soit responsable de ce qui se passe sous ses ordres, pénalement, fiscalement, économiquement et socialement. Et en Californie, par exemple, il y a eu des décisions qui ont été prises pour que les entreprises et l'établissement McDonald's soient rattachés à la maison mère avec les mêmes obligations de salaire et les mêmes obligations en conditions de travail. Et peser sur la question de la fausse sous-traitance ou de la fausse franchise pour faire reconnaître des établissements comme des établissements uniques, comme des unités économiques et sociales, ça évite de diviser les salariés entre eux. Parce qu'on dit dans tel établissement tu vas être payé moins cher, dans tel autre tu n'auras pas le 13e mois, dans tel autre tu n'auras pas les mêmes conditions de travail. Et en vérité, dans un même grand établissement, il doit y avoir les mêmes règles. Les droits s'appliquent aux humains et on ne peut pas les diviser, les humains, entre la petite ou la moyenne franchise et la maison mère. Ça doit être un droit pour tous. On organise la concurrence à la baisse entre les salariés, les droits pour mettre en concurrence finalement les salariés, ce qui d'ailleurs dans les petites et moyennes entreprises n'arrange absolument pas les entrepreneurs et les patrons qui ont autre chose à faire que de rédiger le droit du travail à façon dans leur entreprise. En revanche, ça arrange les grands groupes qui peuvent ainsi augmenter finalement la capture de la richesse au détriment d'un certain nombre de salariés qui ont besoin de travailler pour vivre. Merci. Vous parlez de la fiche de paie, est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Le SMIC doit être augmenté. Alors quand on vient nous dire qu'il ne faut pas augmenter le salaire, que le coût du travail est trop élevé, qui commence par regarder ceux qui utilisent cet argument, ce qui existe déjà en Europe, et à quel niveau on devrait normalement porter le SMIC en France, sachant quel est le coût de la vie. Je voudrais ajouter
que je défends dans le cadre de la Nouvelle Europe un plan d'augmentation salariale concerté et progressive dans l'ensemble des pays d'Europe. Il est nécessaire, comme d'ailleurs l'avaient proposé Bernie Sanders et Hillary Clinton, qui avaient proposé de passer le salaire minimum américain de 8 $ à 15 $ pour un pays de plus de 300 millions d'habitants, nous devons avoir la même stratégie de sortir de crise en Europe en proposant dans tous les pays européens une augmentation des salaires de manière à ce que les pays ne se fassent pas concurrence en tirant les salaires vers le bas, mais qu'au contraire, on augmente les salaires partout en Europe. Les Allemands ont déjà fait plus 5% dans la métallurgie, plus 3% dans la fonction publique. Les Espagnols viennent de voter une loi au Cortes, l'Assemblée nationale espagnole, avec une augmentation de 8%. Donc cette stratégie est la seule valable pour sortir l'Union européenne de cette crise dans laquelle elle s'enfonce depuis 10 ans. Il est le candidat de la feuille de paye. Et il vient de vous parler des salaires. Ça suffit déjà pour comprendre pourquoi je le soutiens. Aujourd'hui, je suis avec Mado. Hier, j'étais avec Uber. Vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de couverture. Mais Uber, c'est des gars qui travaillent, les VTC, les chauffeurs, à payer à 3 € de l'heure. Parce qu'on leur dénie un contrat de travail. Parce que c'est une transaction commerciale qui a remplacé le droit du travail. Et là, c'est tiré vers le bas tous ceux qui seront indépendants, auto-entrepreneurs, pour les surexploiter. Et donc ça aussi, en tant qu'inspecteur, militant, socialiste, j'ai tout mes sangs qui se retournent. Et ça me fait décider le choix que j'ai fait en appelant à voter dimanche prochain, le 22, pour Arnaud Montebourg. Il est possible que dimanche prochain, ça soit un choix au sortir entre Arnaud et Benoît et qu'on élimine Valls du premier coup. Ça sera une bonne nouvelle. Je voudrais vous faire une remarque. Un jour, on a demandé au patron de Ryanair, qui fait du low-cost dans l'aviation, comment il faisait pour avoir des tarifs aussi compétitifs. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu « parce que mes pilotes payent pour travailler chez moi ». Voilà la société que nous voudrions construire. Comme a dit quelqu'un, je crois que c'était même le patron de Carrefour, lui-même l'a dit, il a dit « le low-cost, c'est la fin de la civilisation ». Nous devons défendre le travail, parce que le travail, c'est la sociabilité, c'est la dignité, c'est le droit de vivre par soi-même. Et c'est aussi une forme de fierté, parce qu'on a des responsabilités, on aime son travail, et surtout, on doit pouvoir en vivre pour assurer la subsistance de sa famille. Un pays qui n'assure pas la subsistance par le travail est un pays qui meurt à feu doux. Voilà ce que je ne veux pas pour la France ni pour l'Europe. Voilà pourquoi je défends une position très forte qui d'ailleurs rassemble beaucoup de gauche partout dans le monde, vous l'avez noté, en Europe, aux États-Unis, dans les syndicats. Je préfère, vous l'avez compris, le salaire juste plutôt que le revenu universel. Voilà, parce que hier j'étais à Uber, donc ils étaient toute la place de la Bastille, il était à peu près 150. Il y en a un, sa voiture a été repérée par la plateforme Uber, donc ils l'ont déconnecté définitivement. C'est le licenciement mode Uber. C'est-à-dire vous vous déconnectez, vous avez acheté votre bagnole, ça lève votre charge, vous payez l'assurance, vous payez tout, vous travaillez 20 heures par jour, 120 heures par semaine, et les gars ils ont décidé, ah vous étiez place de la Bastille, je vous déconnecte définitivement. Et les mecs ils ont une trouille terrible. Parce que si vous êtes viré avec tous les frais que vous avez dessus et tout, alors vous pouvez essayer de trouver d'autres plateformes, mais elles sont moins importantes, vous n'allez pas vivre avec. Déjà qu'ils sont à 3 € de l'heure. L'autre jour, j'ai pris un jeune, Uber, 25 ans. Le gars, il dit, je suis en pleine forme. Je dis, vous avez travaillé combien aujourd'hui? Il me dit 20 heures. Il me dit, ma mère m'a cousu 2 couvertures pour que je puisse dormir dans la voiture. Je lui dis, mais vous faites combien la semaine? Il me dit 120 heures. Je lui dis, mais vous vous en sortez avec ça? Il me dit, non. Parce que j'ai eu un accident de carrosserie il y a 3 semaines. Je rembourse. Je dis, mais ça vous a coûté combien? Il me dit 1600 €. Je dis, mais vous restez combien à la fin du mois? Il me dit, oh, ce mois-là, ça fait un beau mois, 1200 €. 120 heures par semaine. Non, en dessous du SMIC. C'est 3 € de l'heure, parce que si tu rapportes avec la durée du travail, ils n'ont pas le SMIC. Et explique la loi El Khomri sur Uber pour ces messieurs-dames. La loi El Khomri, c'est simple, c'est qu'au début, avant la loi El Khomri, l'URSSAF pouvait aller traquer Uber en disant, on requalifie les contrats, vous devez payer les cotisations sociales. Et après la loi El Khomri, l'article 74.11.1 du Code du travail ne s'applique plus au VTC, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les requalifier en contrat de travail. Et donc en vérité maintenant, ils sont seulement des contractuels commerciaux. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent être payés en dessous du SMIC à 3 € de l'heure en vérité. Et c'est pas un contrat de travail, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de médecine du travail, il n'y a pas d'inspection du travail, il n'y a rien. Vous avez seulement une commission, Uber vous donne l'ordre,
Et vous payez une commission, c'est le salarié, non, le non-salarié qui paye le patron, non, le chef de la plateforme. Et quand le chef de la plateforme décide, il dit je vous donne 20%, je prends 20% de commission, le chef de la plateforme, la Uber, il a passé à 25%. Et c'est ce qui explique le mouvement qu'il y a en ce moment. Mais il faut qu'il se Alors je veux quand même préciser et ajouter que à Berlin, à Londres et en Californie, les chauffeurs Uber ont obtenu satisfaction par leurs mouvements sociaux. Nous sommes en retard par rapport aux conquêtes partout dans le monde. Voilà, et la loi El Khomri contribue à ce retard. Voilà pourquoi je veux l'abroger. Et puis dites-le aussi à tous ceux qui vont voir Macron dont on parle, il y a des foules. Il faut leur dire, Macron, Uber, c'est pareil. Parce que Macron avait dit clairement, je veux une société sans statut. Pas de droit du travail et pas de fonction publique. Et c'est ça qui permet qu'il n'y ait plus de contrat de travail. Alors il ne faut pas qu'il nous fasse le prédicateur Macron, je ne sais quel vent. C'est du vent, parce qu'en vérité, les gens vont souffrir de sa politique réelle et de son amitié avec Uber. Bon ben voilà. Voilà, ça c'est fait. Réchauffez-vous là. Hein? Bon alors est-ce qu'on boit un petit coup, un petit café, un petit quelque chose? Un dossier comme ça. D'ailleurs, on l'a fixé, hein, le cadre, hein, les choses ont été dites avec Gérard. Hein. Il est plus créatif que moi encore. Il est plus sur cette question-là précisément que vous. Il y en a qui comprennent que c'est pas avec le crédit, mais c'est avec le salaire qu'on peut réellement distribuer les richesses et profits. Voilà. Je tiens à souligner aussi qu'à l'époque, on avait fait la revendication initiale pour 15. Le salaire minimum fédéral était à 7,25. Il est